Donc, bienvenue à ce symposium en hommage à Anatole Abragam, qui nous a quittés il y a 3 ans et qui aurait eu 100 ans dans quelques jours, le 15 décembre prochain. Anatole Abragam a été pendant 25 ans professeur au Collège de France, de 1960 à 1985, et il était très fier de son appartenance à cette institution, qui lui a donné la liberté d'enseigner la science qu'il aimait, alors que cette possibilité ne lui était pas offerte à l'université puisqu'il ne disposait pas d'une thèse française. Les choses ont changé depuis, mais à l'époque, le Collège de France était vraiment l'institution qui était faite pour lui. Il a été heureux au Collège de France, donc qui lui a permis d'interagir avec des collègues scientifiques et littéraires, et il appréciait particulièrement les collègues littéraires. Cette multidisciplinarité du Collège de France satisfaisait son idéal d'honnête homme qui s'intéressait aussi bien à la science qu'à la littérature, aux arts et aux humanités. En dehors du Collège de France, Abragam chérissait également 2 autres institutions, le CEA, où il était rentré juste après la guerre et dans lequel il a accompli l'essentiel de sa carrière de recherche, et l'Académie des sciences, où il est rentré relativement jeune et auquel il était extrêmement assidu. Il assistait jusque dans les dernières années à toutes les séances. Donc je suis heureux que des collègues de l'Académie des sciences et du CEA soient là aujourd'hui parmi nous. Et je suis particulièrement heureux, bien sûr, que sa femme Nina et sa belle-fille Julia sont là pour cette journée. Nous allons évoquer son souvenir, le souvenir de l'homme autant que du scientifique, et nous allons également écouter des exposés sur la résonance magnétique nucléaire, la science à laquelle il avait tant contribué et qui est restée si féconde et pleine d'applications tant en physique qu'en biologie et en médecine. Dans cette introduction, je voudrais évoquer l'homme et le scientifique que j'ai connu personnellement à la fin de sa vie et qui m'a laissé, comme à tous ceux qui ont eu la chance d'interagir avec lui, un souvenir toujours vivant. Je reviendrai d'abord brièvement sur les étapes de sa vie, qu'il a lui-même racontées d'ailleurs avec verve et humour dans son autobiographie intitulée « De la physique avant toute chose ». Et nous avons un certain nombre d'exemplaires ici qui nous ont été aimablement donnés par Odile Jacob. Et ceux qui n'ont pas donc lu cet ouvrage pourront le consulter et pourront donc en prendre un exemplaire. Anatole était né en 1914 à Moscou dans une famille de la bourgeoisie juive et il y passa sa prime enfance assistant aux premières années de la Russie soviétique. Il émigra à l'âge de 10 ans en France avec sa mère et sa sœur quelques mois après que cette photo ait été prise en Russie. Son père, resté à Moscou, ne put les rejoindre à Paris que 11 ans plus tard. De son enfance russe, il a gardé une connaissance parfaite de la langue ainsi que l'empreinte de l'âme slave véhiculée par la littérature et la poésie qui l'ont accompagné toute sa vie. Dès son arrivée en France, il s'adapte vite à un monde nouveau, apprenant en quelques mois à parler parfaitement le français sans aucun accent. Il fait des études secondaires brillantes au lycée Janson de Sailly, en se distinguant particulièrement en mathématiques et en latin. Le bac en poche, il s'oriente d'abord vers la médecine, mais il s'aperçoit très vite qu'il n'est pas fait pour cela, et il décide au bout d'1 an d'étudier la physique. Mais d'un esprit indépendant, il ne voulait pas se soumettre à la discipline des classes préparatoires et il a choisi la voie de l'université, c'est-à-dire de la Sorbonne. Dans les années 30, en dépit de quelques personnalités exceptionnelles, l'enseignement de la physique en France ne reflétait que très imparfaitement l'effervescence et les transformations de la physique de cette discipline qui s'exprimait surtout dans les pays anglo-saxons et de l'Europe du Nord, où s'étaient réfugiés la plupart des savants chassés d'Allemagne par la montée du nazisme. La mécanique quantique restait peu ou mal enseignée à Paris, et le jeune Anatole, à l'esprit vif et critique, sentant bien les limites de l'enseignement qui lui était proposé, ne parvint pas à trouver dans la Sorbonne d'alors un directeur de thèse capable de le diriger au-delà de la licence brillamment obtenue en 1936. Il décrit très bien tout cela dans son livre, comment il commençait à douter de sa vocation lorsque la guerre interrompit ses études. Il vécut la drôle de guerre et l'attaque allemande sous les drapeaux sans que son unité ait été appelée à combattre, et puis il se cacha dans le Sud, gagnant sa vie en donnant des cours de latin, de maths et de physique dans des établissements privés. Il finit par se réfugier en 1943 dans l'arrière-pays grenoblois, rejoignant les forces françaises libres dans la dernière année de la guerre. Jean-Claude Péquer, un collègue donc, du Collège de France, qu'il a connu à cette époque, lorsqu'ils étaient ensemble réfugiés à Grenoble,
évoquera cette période de sa vie dans l'intervention qu'il fera cet après-midi, en complément au programme qui vous a été distribué. Jean-Claude Péquer va donc nous rejoindre un moment dans l'après-midi. À 30 ans, à la Libération, Anatole Abragam n'a ni profession, ni formation en physique digne de son ambition, mais de nouvelles possibilités s'ouvrent à lui dans le bouillonnement de la reconstruction de la France. Ne voulant pas revenir à la Sorbonne et à ses mauvais souvenirs, il intègre sur titre l'École supérieure d'électricité, Supélec, où il acquiert les bases de la radioélectricité et la technologie des radiofréquences qui avait fait des progrès immenses pendant la guerre, en particulier dans le cas du développement des radars. Et ces connaissances devaient par la suite lui être très utiles dans ses recherches. Son diplôme d'ingénieur lui ouvre en 1947 les portes du commissariat à l'énergie atomique, nouvellement créé. Avec 3 jeunes polytechniciens brillants, Claude Bloch, Jules Horowitz et Michel Trocheris, ils forment ce qu'ils ont plaisamment appelé les 3 mousquetaires, la bande des 3 mousquetaires du CEA, rattrapant avec enthousiasme le temps perdu par une étude approfondie des grands textes de la physique quantique, utilisant leurs compétences linguistiques pour se les traduire de l'allemand, de l'anglais et du russe. Il obtint surtout de la direction du CEA 2 détachements qui furent extrêmement profitables, lui permettant de partir à l'étranger pour y compléter sa formation de chercheur. À Oxford, d'abord, entre 1948 et 1950, il s'initie à la résonance paramagnétique électronique et fait sa thèse, un travail théorique sur ce sujet. Puis, à Harvard, entre 1952 et 1953, il découvre la résonance magnétique nucléaire auprès d'Edward Purcell, qui fut avec Félix Bloch le pionnier de cette discipline. De retour au CEA, il est d'abord chargé de contribuer au programme de physique nucléaire et des particules qui constituent la mission première de cet organisme, et il travaille notamment à la conception d'un nouvel accélérateur. Mais il revient vite au sujet qui le passionne, la résonance magnétique, et la physique plus légère qu'il affectionnait. Et il crée en 1955, au sein du CEA, son laboratoire de magnétisme qui, sous une forme ou une autre, sera pendant les 30 années qui suivent une mecque de la RMN dans le monde, en France et dans le monde. Ainsi, entre les âges de 30 et 40 ans, Anatole Abragam avait rattrapé le temps perdu, devenant un chercheur internationalement reconnu pour ses contributions originales à l'exploration des propriétés magnétiques de la matière. Sa notoriété se concrétise par la rédaction des principes du magnétisme nucléaire, publié en 1961, qui est toujours 50 ans après une référence incontournable. Les grandes qualités pédagogiques d'Anatole Abragam se manifestent de façon éclatante dans ce livre, qui est écrit dans un anglais élégant, car Anatole, après ses séjours à Oxford, parlait l'anglais aussi bien que le français et le russe. Il y éclaire des calculs savants par des images et des analogies qui allègent le texte et facilitent la compréhension du lecteur. Ces qualités pédagogiques, Anatole Abragam souhaitait les exprimer dans un enseignement vivant. Dès le milieu des années 50, avec d'autres chercheurs du CEA, dont les 3 mousquetaires dont j'ai parlé, il invente un enseignement de haut niveau dédié à la physique, l'initiation à la physique moderne, enseignement qui manquait cruellement dans le cursus normal des études supérieures françaises. Les cours officieux qu'il dispensa pendant quelques années avec ses collègues à de jeunes chercheurs, parmi lesquels Claude Cohen-Tanucci et Pierre-Gilles de Gennes, et même à des scientifiques confirmés comme Alfred Castor et Jean Brossel, sont les véritables précurseurs de l'enseignement doctoral de 3e cycle qui devait se développer à l'université bien plus tard, dans le milieu des années 60. Je pense que Claude nous parlera de cela dans sa présentation tout à l'heure. Mais cet enseignement officieux, je dis officieux parce qu'il nous raconte dans son livre comment il s'était organisé de façon quasi clandestine au CEA dans les années 50, et il y a des pages pleines de verbes à ce sujet. Mais cela ne suffisait pas donc à étancher la soif d'enseignement d'Abragam, qui rêvait d'une chaire de professeur, et comme l'université lui était fermée, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il a pensé au Collège de France. C'est Alfred Kastler qui pensa que le collège était la solution au problème et qui conseilla à Anatole Abragam de s'y porter candidat. Quelle institution s'adaptait mieux à ses qualités que le collège, qui laisse à ses professeurs toute liberté d'enseigner ce qu'ils veulent et qui leur permet d'exprimer toute la palette de leurs capacités rhétoriques et pédagogiques, et qui surtout, héritage de la méfiance de François Ier vis-à-vis de la Sorbonne, n'exige pas de ses professeurs un diplôme quelconque d'université française ni étrangère d'ailleurs. L'affaire fut réglée en 1960 sur présentation de Francis Perrin, non sans quelques péripéties sur lesquelles il n'est pas utile de s'attarder. Anatole Abragam devint ainsi à 45 ans
le jeune titulaire de la chaire de magnétisme nucléaire qu'il occupa pendant un quart de siècle, délivrant chaque année un enseignement sur des thèmes variés, issus de sa recherche au CEA ou des travaux de ses collègues et amis en France et dans le monde. Pendant toutes ces années, Anatole Abragam partagea ses activités entre son enseignement au collège et l'animation de son équipe de recherche au CEA. Il fut pendant plusieurs années, à la fin des années 60 et au début des années 70, directeur de la physique au CEA, une responsabilité administrative importante qui lui permit de se tenir au courant de l'évolution de nombreux champs de recherche extérieurs aux siens et par laquelle il contribua de façon très positive au développement du CEA, qui devint à côté du CNRS une des institutions françaises de recherche pluridisciplinaires les plus actives. La notoriété apportée par le collège, puis par ses recherches et ses responsabilités au CEA, s'accompagna de nombreux honneurs et distinctions. Il eut l'occasion de rencontrer le général de Gaulle, comme vous le voyez sur cette photo, auquel il vouait une grande admiration, essentiellement pour sa stature historique. Il fut président de la Société française de physique en 1967 et il habita jusqu'à sa mort rue Poulbarbe, dans l'immeuble qui abrite d'ailleurs les locaux de la dite société. Et je salue la présence aujourd'hui d'Alain Fontaine, qui en est le président actuel. Anatole entra à l'Académie des sciences en 1973. Il fut nommé dans plusieurs académies étrangères et il obtint de nombreux prix internationaux, dont la médaille Lorentz, un seul prix manquant à l'appel, comme j'y reviendrai dans un moment. Une des distinctions à laquelle il fut particulièrement sensible, lui, le juif agnostique, fut sa nomination à l'Académie pontificale. Homme de conviction, il en démissionna cependant quelques années plus tard pour protester contre la position de Jean-Paul II sur le contrôle des naissances. L'évocation à grands traits donc, de ces étapes majeures de sa carrière ne donne qu'une faible idée de son style et de ses importantes contributions scientifiques. Ce fut un physicien intuitif et fécond, ayant un sens profond de l'esthétique en sciences, recherchant toujours l'idée élégante et l'explication la plus simple, imaginant des situations physiques nouvelles, riches en possibles applications. Avant tout théoricien, il fut très proche des expérimentateurs de son groupe, dont il suivait les progrès avec attention et esprit critique, se tenant informé de tous les détails dans lesquels, disait-il, le diable vient toujours se nicher. En fait, il disait qu'il était un théoricien pour expérimentateur et un expérimentateur pour théoricien, comme le prouve d'ailleurs cette photo. Vous le voyez qui, s'enhardissant à tourner un des boutons d'une expérience, et je pense qu'il le faisait sous le regard inquiet de son collègue expérimentateur, peut-être Maurice Goldman. Donc je pense qu'il y a beaucoup de physiciens de l'époque qui partageaient donc cette qualité d'être expérimentateur pour théoricien et théoricien pour expérimentateur. C'est en particulier le cas d'Isidore Rabi, le grand physicien qui a créé une école d'une fécondité extraordinaire aux États-Unis. Et je me suis laissé dire par un de ses anciens élèves que lorsqu'il rentrait dans un laboratoire, ses élèves lui présentaient un bout de bois et un canif pour qu'il puisse tailler en parlant ce bout de bois et occuper ses mains pour ne pas toucher aux expériences. Ça ne va pas jusqu'à ce qu'on raconte de Paoli, dont on disait qu'il suffisait qu'il soit à proximité d'un bâtiment dans lequel on faisait une expérience pour que l'expérience échoue. Bon. D'ailleurs, Anatole Abragam disait qu'il était très maladroit, très malhabile de ses mains, et donc il préférait ne pas toucher directement aux manips. Ce n'est pas d'ailleurs à moi de parler ici de ses travaux sur le magnétisme nucléaire, qui seront beaucoup mieux évoqués par ceux qui ont collaboré avec lui, sa garde prétorienne, comme il l'appelait, et Lionel Solomon et Maurice Goldman vous en parleront dans un moment. Même si c'est jusqu'aux dernières années de sa vie intéressé à leur développement, Anatole Abragam n'a pas directement contribué à deux domaines de la RMN qui ont été particulièrement féconds, l'étude par cette technique des molécules d'intérêt biologique et l'imagerie médicale. Il s'agit de deux champs de recherche qui feront l'objet de deux exposés aujourd'hui par André Sirota et Kurt Wurtrich, dans lesquels la physique pure devenait tributaire des sciences dans lesquelles il ne se sentait pas compétent, la biologie et l'informatique. Ce sont ces thèmes aux applications importantes dans la société qui ont été distingués par le comité Nobel lorsqu'il s'était agi de récompenser des recherches sur la RMN, au-delà de la reconnaissance qui avait été accordée en 1952 à Edward Purcell et Félix Bloch, qui étaient leurs inventeurs. Abragam n'a jamais caché avoir espéré qu'il en fût autrement et que ses recherches plus fondamentales fussent reconnues par ce prix. Il prit cependant les décisions du Nobel avec philosophie, reconnaissant même la pertinence des choix du comité de Stockholm, qui a toujours, de par ses statuts,
distinguer une découverte précise importante plutôt que couronner l'ensemble d'une carrière, quelque brillante vitalité. Il s'est consolé d'ailleurs en remarquant avec humour qu'à l'instar de ce président qui avait donné un jeune Premier ministre à la France, il avait donné au Collège de France 2 jeunes prix Nobel, puisque c'est lui qui avait proposé au début des années 70 la création des chaires de Pierre-Gilles de Gennes et de Claude Cohen-Tanouji. Au-delà de sa carrière scientifique personnelle, Abraham aura été un des grands artisans du retour de la physique française au plus haut niveau de la recherche mondiale. Avec quelques autres scientifiques de sa génération, il a contribué à rétablir après la guerre des ponts entre la communauté des scientifiques français et les grandes écoles de la physique mondiale, en particulier anglaise et américaine, en créant les conditions qui ont permis aux nouvelles générations de physiciens, dont la mienne, de travailler de façon compétitive dans un environnement favorable à la recherche. Il me semble approprié d'associer dans cet éloge le souvenir d'Abraham à celui d'autres physiciens disparus de sa génération, en rappelant quelques souvenirs personnels. Le laboratoire dans lequel j'ai effectué ma thèse et dans lequel je travaille jusqu'à aujourd'hui a été fondé en 1950 par Alfred Kastler et Jean Brossel, qui ont consacré leur vie à l'étude du magnétisme des atomes en phase gazeuse, donc dans des conditions différentes de celles qu'étudie Abraham, mais dans un domaine qui est très clairement relié à celui d'Abraham. Il y a donc des points communs entre ces deux physiques, et cela explique que dès les années 50, Kastler, Brossel et Abraham se connaissaient et s'appréciaient beaucoup sur les plans scientifiques et humains. C'est d'ailleurs Abraham qui, comme je l'ai déjà évoqué, a été le présentateur en 1971 de Claude Cohen-Tanouji, l'élève de Kastler et Brossel au Collège de France. Ces deux photos rappellent ce souvenir, le souvenir de la complexité entre Abraham et l'équipe Kastler-Brossel. Elles ont été prises au cours du symposium international organisé à l'ENS en hommage à Alfred Kastler, un an après sa mort, en 1985. Donc on voit ici Abraham et Brossel, et ici Anatole Abraham donnant sa conférence au cours de ce symposium. Je voudrais rappeler aussi la proximité entre Abraham et Jacques Friedel. À la mort d'Abraham, Friedel m'avait envoyé une longue lettre manuscrite très émouvante dans laquelle il décrivait ses liens avec Abraham, les voyages qu'ils avaient faits ensemble au début des années 60, notamment en Israël, et également le fait que c'était lui, Friedel, qui dans les années 50 avait présenté Pierre-Gilles de Gennes à Abraham. Et lorsque j'ai pensé il y a un an à organiser ce symposium, je souhaitais y inviter Friedel pour qu'il y parle de son ami. Il a hélas disparu lui-même depuis, et nous pouvons aujourd'hui associer sa mémoire à celle d'Abraham. Je sais que l'Académie des sciences prépare un événement de même nature sur Jacques Friedel dans quelques mois. J'ai déjà dit combien les leçons d'Abraham au CEA avaient été utiles à Kastler et à Brossel, et surtout à Claude Cohen-Tanouji, qui utilisa ensuite les outils théoriques élaborés par Abraham pour développer sa théorie du pompage optique. L'un de ces outils est l'équation pilote qui décrit de façon complète et précise le comportement d'atomes dans un champ électromagnétique en présence d'agitation thermique. Lorsque je commençais mon travail de thèse avec Claude, il m'initia aux beautés de l'équation pilote et il me conseilla fortement de lire le fameux principe du magnétisme nucléaire en évoquant avec enthousiasme l'atmosphère des cours que Abraham avait donnés dans les années 50 à ce sujet. Claude et moi nous sommes par la suite servis continuellement de cette fameuse équation pilote, initialement établie par Félix Bloch, mais explicitée de façon si lumineuse par Abraham, qui sert à expliquer tant de phénomènes en résonance magnétique, en physique atomique et en optique quantique. Et c'est ainsi trouvé enseigné dans les cours de 3 ou 4 générations de professeurs au Collège de France, puisque j'en ai beaucoup parlé. Je pense que Jean Dalibard utilise cette équation pilote également dans ses cours. Mon premier contact direct avec Anatole Abraham remonte à ma soutenance de thèse en 1971, dont il était membre du jury. Les questions qu'il me posa au cours de la soutenance furent incisives et précises, témoignant à la fois de l'attention extrême qu'il portait à l'étude des travaux d'un jeune chercheur, mais également de l'étendue de sa culture en physique et de son sens de l'humour. Ce n'est que bien plus tard que nos relations se sont approfondies. J'ai eu l'occasion de le rencontrer aux séances d'Académie des sciences, dans des congrès ou encore dans des déjeuners ou dîners conviviaux avec des collègues étrangers de passage à Paris. Valentin Telegdi, notamment, avec lequel il avait beaucoup de points communs, l'humour de l'Europe centrale, la subtilité en physique, la maîtrise parfaite de plusieurs langues et des jugements acérés sur bien de leurs collègues.
J'ai alors pu apprécier, comme tous ceux qui l'ont connu, la très grande culture d'Anatole en littérature russe, anglaise ou française. Ses connaissances cinématographiques étaient impressionnantes, allant du cinéma muet de sa jeunesse à Woody Allen et aux frères Cohen, en passant par les frères Marx. En 2001, il me fit le plaisir d'assister à ma leçon inaugurale au Collège de France, à l'occasion de laquelle cette photo fut prise donc avec Nina, qui pour une fois n'était pas la photographe. Le sens de l'humour d'Anatole Abragam était dévastateur et il ne renonçait que rarement à faire un bon mot, fût-ce sur le dos d'un collègue. Il avait connu tous ceux qui comptent dans la physique mondiale et il avait sur chacun une histoire à raconter. Il avait aussi un stock inépuisable d'anecdotes illustrant toutes sortes de situations de la vie de la science, empreintes de l'humour juif qu'il n'avait jamais quitté. Je suis sûr que nous sommes nombreux ici à avoir gardé en mémoire certaines de ces histoires. La cadence et le ton inimitable d'Anatole en faisaient une grande partie du charme et je ne les répéterai pas ici. Mais le personnage brillant, voire caustique, cachait aussi en privé un homme simple et chaleureux. Anatole a été gentil et attentionné avec ses élèves, ses collègues et ses amis. Il avait rencontré sa première épouse Suzanne pendant la guerre et ils furent heureusement mariés pendant près d'un demi-siècle. De santé délicate, elle fut la compagne des voyages et de toutes les manifestations publiques qui accompagnèrent la vie d'Anatole Abragam. Nous l'avons vu en particulier sur cette photo où ils rencontrent ensemble le général de Gaulle en 1958. Devenu veuf en 1992, Abragam fit une donation à l'Académie des sciences pour établir le prix Suzanne et Anatole Abragam, destiné en récompensant annuellement un jeune chercheur à perpétuer dans la communauté scientifique le souvenir d'un couple uni, resté à son grand regret sans enfant. Il parlait de cette compagne disparue avec une émotion dans laquelle transparaissait sans détour son amour et son admiration. L'homme privé apparaissait aussi dans son comportement affectueux avec sa seconde femme, Nina, ici présente avec sa fille, et il a connu avec vous et grâce à vous, Nina, une longue vieillesse heureuse, attendant, comme il le dit dans son livre, la fin de l'histoire avec sérénité et sans impatience. J'évoquerai pour finir les liens spéciaux d'Abragam avec le Collège de France. De tous les honneurs de sa longue carrière, c'est son titre de professeur au collège qui faisait le plus sa fierté, comme je l'ai déjà dit. Il chérissait l'occasion que notre institution lui avait donnée de rencontrer tant de collègues exceptionnels, notamment dans les sciences humaines et sociales et en littérature. C'était l'époque des Merleau-Ponty, Barthes, Foucault et Raymond Aron qu'il a beaucoup admiré. Il était notamment particulièrement fier d'avoir pris la défense de Raymond Aron contre Sartre en adressant à celui-ci une lettre ouverte lui reprochant son arrogance et son ignorance totale de l'aspect essentiel de la civilisation que constitue la culture scientifique. Il tenait comme noble notre mission d'enseigner à tous la science en train de se faire et il appréciait le caractère unique de notre institution sur la scène académique mondiale. Il a illustré dans son autobiographie la place du collège dans le monde par une anecdote, et c'est la seule que je rapporterai directement, qui reflète bien son humour caustique. Il y rapporte un dialogue entre un collègue américain et un professeur du collège tentant de lui expliquer ce qu'est notre institution. L'Américain, croyant avoir compris, s'exclame alors « Alors le Collège de France, c'est comme l'Institut des études avancées de Princeton ». Et Anatole de conclure que cette comparaison, qui nous présente comme une copie d'une institution étrangère créée 4 siècles après la nôtre, lui rappelait la remarque d'un spectateur sortant d'une représentation de Hamlet en disant que l'auteur avait dû être influencé par Freud. J'ai retrouvé dans les archives audiovisuelles du collège les rushs d'un film jamais monté, datant de 2005, dans lequel Abragam était interrogé sur sa vie, ses souvenirs d'homme et de scientifique. J'en ai extrait ces quelques instants que je vais vous montrer maintenant, où il parle du collège et des visites qu'il avait faites à ses futurs collègues avant la création de sa chaire. Son admiration pour certains était dite explicitement. Ses silences sont également assourdissants, comme vous allez le voir. Il montre que l'homme incisif et brillant était devenu plus bienveillant avec l'âge et qu'il avait appris à renoncer à un bon mot quand il risquait de blesser inutilement, ce qui ne l'empêchait pas d'exprimer ce qu'il pensait très fort, même en se taisant. Donc je vais vous laisser écouter cela. Pour tout vous dire, ceux qui m'ont le plus intéressé dans ces visites, c'est les littéraires. Parce qu'il fallait faire un petit peu l'exercice que je suis en train de faire avec vous, là, d'expliquer ce que l'on veut faire, en quoi ça consiste, etc. Et c'est un terrain vierge. Et comme quelquefois ce sont des gens très intelligents, c'est assez captivant d'essayer de...
on exagère peut-être un peu l'importance de ce que l'on fait, mais ça, c'est les règles du jeu. Bon, j'ai donc rendu visite à Le Prince Ringuet, à Jean Laval, aux mathématiciens. Alors, les mathématiciens, il y en avait 3. Il y avait Serre, Leray et Mandelbrot. Alors Serre, il m'a accueilli très gentiment. Bon, bah, puis il était mon cadet de 10 ans. Ça, les mathématiciens, c'est des martiens, les mathématiciens. Et bon, je lui ai raconté ce que je faisais. Ça ne l'a pas enthousiasmé du tout. Le Prince Ringuet, ça ne... Mais les littéraires, c'était un exercice assez fascinant, parce que je me souviens de Braudel qui m'a écouté très attentivement et qui a posé 1 ou 2 questions qui m'ont montré que je ne parlais pas dans le vide. Voilà. Donc je pense que ceci constitue une transition parfaite avec la suite du programme. Vous avez vu l'admiration que Abraham vouait à ses collègues littéraires, et je suis heureux de donner maintenant la parole à M. André Miquel, qui a été donc professeur au Collège de France de 1976 à 1997 et qui, pendant les 6 dernières années, a été l'administrateur de notre institution. Donc il a donc bien connu Anatole Abraham, et je lui donne maintenant la parole pour qu'il évoque ses souvenirs. Merci.